Ça marche. Ok, bon. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Sheridan Tatsuno. C'est bien comme ça qu'on le prononce? Oui, Tatsuno, oui. Tatsuno. Et les gens vous appellent quoi? Sheridan. En français, c'est Sheridan? Oui. D'accord. Il n'y a pas de diminutif? Oui. Non. Mais non. Et en anglais, c'est quoi? En Sheridan. anglais? En anglais? Sheridan. Ils prononcent tout, même en anglais? Oui, toujours. Il n'y a pas de Sheridan. diminutif. Parce qu'il n'y a pas les versions plus courtes. Américaine. Oui. Et au Japon, on t'appelle comment? Sheridan aussi, parce que si je m'appelle Masaki, Oui. ça me confond, oui. Parce qu'on pense que je suis japonais, mais je suis né aux États-Unis, Ah. d'origine japonaise. D'accord. Et ton père t'a nommé Sheridan? Oui. Ton père ou ta mère? Oui. C'est ton père qui t'a nommé ou ta mère? Les deux. Les deux? Parce que Après il était très intéressé par l'histoire, hein, parce que tous mes frères, mes soeurs ont les noms historiques. Mm. Par exemple, Rodney, Oui. oui, de la bataille de la Première Guerre mondiale, Oui. le bateau Rodney Oui. contre le Bismarck. Oui. Il y a aussi le Melanie de Gone with the Wind. Oui. D'accord. Et est-ce que tu dis que ton nom d'origine, c'est historique? Oui. Alors répète à nouveau ce que c'est. Oui. C'est l'origine de ce livre? Ton nom vient de ce livre? Non, pas du tout. Il vient d'où? Oui. Ton nom, il n'y a aucune origine spéciale? Non, Ok. pas du tout. D'accord. C'est simplement l'histoire, l'intérêt de mon père Oui. dans l'histoire. Parce que quand il était jeune, il jouait avec des bijoux, Mhm. oui, sur la guerre mondiale. Oui. Parce qu'il y a été en 1913, Oui. parce qu'il était très jeune entre les guerres. Oui. Ok. Oui. Ton père est né en 1913? Oui, D'accord. il y a longtemps. Il est toujours vivant? Non. Non, ok. Non. Ok. Donc, je voulais peut-être parler de tout ce que tu fais, parce que quand je suis arrivée à la présentation de IFF, Oui. j'étais à la fin de ton speech. Je suis arrivée quand tu avais déjà commencé. Oui. Et donc, je connais pratiquement rien de toi, à part ce que tu m'as dit au téléphone. C'est-à-dire que tu fais des films Oui. et que tu produis en français et en anglais Oui. et en japonais. Oui, en japonais aussi. En japonais aussi. Alors, parle-nous peut-être de quelques 2 ou 3 productions que tu as fait. Oui, alors j'ai commencé avec 3 documentaires. Documentaires, ok. Le premier sur Hiroshima et Nagasaki. Oui, c'est historique. Oui, elle a gagné le prix de PBS C'est en vrai. 1980 ici. C'est Et vrai. le deuxième était sur ce livre ici, Ok. sur l'innovation des produits au Japon. Ah, Et d'accord. alors, il était produit par comment dit-on, un studio de New York qui avait fait comment dit-on, les mythes de Joseph Campbell. Mm. Et aussi les autres documentaires très populaires aux États-Unis. Et alors, nous sommes allés à Kyoto pendant 3 semaines en 1910 pour prendre des vidéos sur les temples bouddhistiques et les technologies japonaises très avancées, comme les trains linéaires, tout ça. Oui, donc tu es allé au Japon, tu as dit en quel an? Quelle année? 90. 90, ok. Oui. Ok. Donc de là, tu as pu retracer l'histoire un peu? Oui, bien sûr, parce que mes livres, je suis très intéressé par l'histoire. Et alors, Oui. j'ai écrit les livres parce que vous savez que les technologies japonaises sont passées sur l'histoire. Mhm. Par exemple, à Tokyo, à Kyoto, et tous les chercheurs sont très passés dans l'histoire japonaise. Mhm. Par exemple, Sony, sur l'esthétique des bonsaïs.
Oui. Oui, tout ça, bon, des dessins très simples, très fins, raffinés. Mhm. Et alors, pour moi, comme je viens de Californie, il n'y a pas un lien entre la technologie et la couture. Mais au Japon, par contre, hein, il y a toujours un lien très fort entre les deux. Ah, d'accord. C'est parce que pour les Japonais, on pense que toujours les technologies très avancées sont passées dans le passé. Mais aux États-Unis, c'est le contraire, parce que nous pensons toujours à l'avenir, au futur, et les technologies ont sorti du passé. C'est comment dit-on, c'est une façon de voir les choses, un sentiment très différent, complètement différent des Japonais. C'est une façon de voir les choses, c'est-à-dire eux, ils pensent que la technologie avance et donc elle a une histoire. Oui. Par contre, les Américains pensent que la technologie, c'est toujours le futur. Oui, il faut se séparer du passé. D'accord. Pour avancer à l'avenir. Mais par contre, les Japonais sont toujours passés sur le passé. Oui. Oui. Et c'est pour ça, pour moi, c'est très intéressant parce que, par exemple, les robots au Japon, alors pour les Américains, sont toujours alliés avec l'armée américaine pour la guerre. Mais pour les Japonais, c'est toujours, il y a un sentiment, il y a un sens bouddhistique parce que l'esprit existe dans le robot. Oui. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a une connexion très profonde entre le mécanique et l'esprit, qui n'existe pas ici aux États-Unis. Ah oui, c'est disons la science qui dit que c'est à travers l'esprit qu'on crée les choses, c'est ça? Oui. D'accord. Et donc ça peut être tracé à des millions d'années. Oui. Et c'est toujours la même chose. Oui. Mais c'est exprimé d'une autre manière de nos jours. Oui. Par exemple, je pense que pour les Japonais, les techniciens sont en forme de réincarnation bouddhistique. Oui. Parce qu'on pense qu'il y a toujours l'esprit qui se réincarne. S'incarne dans les différentes formes et produits qui avancent, mais existe toujours l'esprit dans le passé. Je pense que c'est un sentiment très différent des États-Unis parce que nous pensons toujours du point de vue des technologies mécaniques, électroniques, non pas de l'esprit. Oui, enfin, de toute façon, c'est prouvé qu'il y a des milliers d'années, on pouvait faire ce qu'on peut faire aujourd'hui. Par exemple, quand on voit la pyramide, on dit comment ils pouvaient faire ça. Eh bien, ils pouvaient. Donc, ils avaient aussi de la technologie. On croyait qu'ils étaient des ignorants, mais ils n'étaient pas ignorants. Donc, de pouvoir faire les choses, ça existe depuis des millions d'années. Oui. C'est-à-dire, enfin, on a évolué d'une certaine manière et peut-être, comme tu dis, de génération en génération, on a passé à l'autre génération notre knowledge, notre culture et nos connaissances, et cette nouvelle génération bâtit là-dessus et progresse. Oui, c'est une forme de DNA, des génomes. Des génomes, c'est dans les cellules. Oui. Par exemple, quand je suis allé à Mitsubishi Research, alors le chef de recherche était un prêtre bouddhiste. C'est vrai? Et alors, cela m'a pris beaucoup parce que il m'a expliqué qu'il faut savoir qu'en pensent les Japonais en faisant leurs recherches pour les produits, pour les gens. Comment? Sinon, c'est impossible d'approfondir l'esprit des sentiments, les besoins des Japonais. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu dis qu'avant de mettre un produit sur le marché, ils consultent la population? Oui, bien sûr. Et ils veulent savoir si c'est quelque chose qu'ils veulent utiliser? Oui. Et après, ils vendent et ils le font. Oui. Par exemple, le Mitsubishi, il y a 260 indices sociaux, culturels, économiques, politiques pour évaluer des produits nouveaux. Ah, d'accord, il y a plusieurs indices. Oui. C'est incroyable parce qu'aux États-Unis, on ne pense pas du tout de la politique ou on invente et on invente. La religion. C'est vrai. Toujours
aux choses de fabrication mécanique pour former le produit, pour le produit, pour le vendre. Hein. Mais on ne voit pas si ça intéresse les gens. Oui. Mais aux États-Unis, il faut que ça se vende. Si ça ne se vend pas, ils vont arrêter de le faire. Oui, oui. Et tu veux dire qu'au Japon, avant de le faire, ils testent. Oui. Parce que moi, je parlais avec les chercheurs, hein, spécialement dans le Kyoto, parce que c'est une ville très, très ancienne, très historique. C'est pour ça que les recherches très avancées à Kyoto est très, comment dit-on, c'est une intégration de l'histoire, des technologies, de la couture et tout ça, qui n'existe pas ici dans le Silicon Valley. Mm-hmm. Tu as filmé le Computer Museum? Oui. Oui? Alors, ils ont toute la technologie qui date de plusieurs années avant quand les ordinateurs venaient d'être construits. Donc, c'est ça qui t'intéresse? Oui, bien sûr. Ouais. Et une fois que tu as filmé tout ça, qu'est-ce que tu as fait avec tous ces... Enfin, je pense que tu as fait un documentaire? Puis sur ce dont tu viens de parler. Oui, alors nous avons fait 2 documentaires. Un s'appelle Japan Dreaming, qui était fait en 1991 et pour la télévision britannique. Et aussi pour PBS, Public Broadcasting System, aux États-Unis. Et vous avez montré quoi? Alors les trains linéaires, les robots, et tous les fabriques des semi-conducteurs et tout ça. Ah bon? Mais aussi les coutumes, la vie ordinaire des Japonais. Pendant que tout ça a été inventé? Oui. Parce que je suis allée aussi Intel Museum, je ne sais pas si tu es déjà allée là-bas. Oui. Comment ils ont inventé les chips et les disques et tout ça. Donc, il y a eu une grande évolution. Avant, c'était des grands disques et maintenant tout petit, de plus en plus petit. Et maintenant, c'est un chip. Oui, et alors Intel était mon client il y a longtemps, en 92. Ah oui? Et alors, tu as fait, tu as fait un film pour eux? Non, mais j'ai fait comme consultante. Ah, j'ai travaillé avec Intel Japon. Ah. Alors, Intel Insight était basé sur les besoins des clients japonais. D'accord. Ils aiment... NEC, Hitachi et les autres... Mais c'est vrai que, justement, à Hitachi, ils ont fait beaucoup de bêtises. Oui. Parce que j'ai acheté une caméra Hitachi que je ne peux pas uploader. C'est une tragédie, quoi. Il ne faut pas acheter Hitachi. Non, mais des fois, on fait des fautes, même si on consulte d'abord les gens, comme tu dis. Pourtant, c'est un produit japonais. Oui. Mais ils n'ont pas vu que les choses allaient évoluer beaucoup plus que ce qu'ils pensaient. Oui. Tu es d'accord? Oui, alors, bon, pour moi, l'évolution est technologique au Japon et dans le Silicon Valley est très, très différent. C'est une sorte d'identité. Ils n'ont pas communiqué, voilà, c'est ça? Non, pas du tout, parce que une question complètement différente. Parce que si on parle japonais, on parle du sentiment, de l'intuition, plus que de la logique. De la logique. Oui. Par exemple, quand je suis allé quelquefois en France, ici, en Europe, et aussi par les régions technologiques aux États-Unis, toujours les pensées très logiques, non pas sentimentales ou émotionnelles, comme au Japon. Mais les Japonais, par contre, pensent de manière très différente, non logique, non linéaire, toujours très vague, très... Comment dit-on? C'est très... Disons qu'ils utilisent le côté gauche oui. plus que du côté droit, c'est ça, du cerveau? Peut-être que c'est l'écriture japonaise aussi, parce que c'est pour les signes, les symboles. Ah, c'est des symboles plutôt que des lettres. C'est plus visuel que des lettres. Oui, lettres. D'accord. Et donc, tu as étudié aussi la culture japonaise, c'est-à-dire les lettres? Oui, il y a longtemps. Oui. Il y a longtemps, pourquoi? Et donc, tu comprends les deux? Oui, je parle, anglais, japonais, espagnol et le... Français. Français. Le pire est le français. Le pire, c'est le français? D'accord.